La démocratie en Afrique, contrairement à ce que le Bénin semble indiquer aujourd'hui, progresse à petits pas. Et au fond, ce qui se passe au Bénin, en creux, montre un attachement populaire réel à la démocratie. Si on veut avoir une sorte d'optimisme de long terme sur l'Afrique, je crois que c'est une des leçons qu'il faut retenir. Parce que c'est vrai qu'on a confisqué la démocratie en supprimant les listes d'opposition et des législatives. Ça, même les dictatures africaines, les pays où il n'y a pas de suspense sur les résultats, eh bien, même ces pays-là ne le font pas. Là, ça a été fait, et donc il y avait 2 listes de la majorité. Il y aura 83 députés qui seront tous les 83 de la mouvance présidentielle. Ça, c'est vrai. Ce qui n'était pas prévu par le régime, c'est qu'il y eut officiellement 27% de participants, et en réalité la moitié de ce chiffre. En fait, les 27% a été fabriqué un peu laborieusement. D'abord, la commission électorale a dit il y a eu 22% de participation. 22%, ils se sont aperçus qu'avec un tiers de blancs et nuls, ça faisait qu'aucune liste, des 2 listes de la majorité, n'atteignait les 10%, et donc il fallait annuler les élections. Donc la Cour constitutionnelle, qui est plus habile en algèbre, est passée à 27%, ce qui permet, en tenant compte des blancs et nuls, d'arriver fictivement à 2 listes qui atteignent ce seuil. Bon, donc ça a été laborieux, la vérité est qu'il y a probablement 85% d'abstention. Donc, d'un bout à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des populations dont on pense parfois qu'elles ne sont pas acculturées à la politique, dont certains pensent tout à fait bizarrement et faussement qu'elles sont analphabètes, alors que dans un pays comme le nôtre, tout le monde est alphabétisé dans une culture. Le fait de ne pas forcément savoir lire ou écrire est autre chose. Et donc, où la politique est une passion, mais une passion exigeante et une revendication, eh bien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des populations qui ne parlent pas forcément la même langue, qui n'ont pas forcément la même histoire politique, on réagit partout pareil, c'est on ne va pas aller voter dans quelque chose qui est une mascarade d'élections. Et donc on a un résultat des élections qui montre un attachement incroyablement profond des populations au contrôle démocratique, à l'alternance, aux libertés publiques. Il y avait eu des signes avant-coureurs de cette évolution au Bénin, puisqu'il n'y avait plus de liberté de la presse, plus de liberté de manifester, plus de liberté d'opinion, plus de séparation des pouvoirs, donc quand même quelques signes singuliers d'une évolution vers quelque chose qui est assez séduisant dans les pays émergents et les pays en développement, et qui ressemble à l'idée que la dictature est la meilleure recette pour le développement économique. Les régimes autoritaires sont ceux qui ont le plus de succès. Bon, c'est totalement controuvé, hein, c'est totalement faux factuellement, mais c'est une idée qui, en démocratie libérale et développement, au fond, ou dictature et développement, au fond, ce sont des couples qui marchent bien. Bon, pour ceux qui connaissent pas le Bénin avait une grâce, c'est d'avoir construit en 30 ans quelque chose qui était une démocratie assez exemplaire, qui succédait à un régime marxiste-léniniste, à une révolution, à la chute du mur de Berlin, lorsque nos experts techniques en torture qui étaient formés par la Stasi sont rentrés à Berlin, lorsque les services secrets bulgares avaient autre chose à faire, enfin lorsque le système s'est effondré en Europe, le système s'est effondré aussi dans les républiques populaires africaines. Et on a construit une démocratie qui nous a placés en numéro 1 de liberté de la presse, qui a permis des alternances pacifiques. Et nous sommes devenus un pays où les élections à forte participation sont des fêtes du droit, des fêtes de la démocratie. Le Bénin, c'était une grâce. Et ce qui est très curieux aujourd'hui, où nous avons donc désormais un Parlement monocolore, et où les futurs candidats, même quelqu'un comme moi qui ne sait pas du tout s'il sera candidat, ont été prévenus, donc j'ai été prévenu, que, en tout cas, dans 23 mois, à la prochaine élection présidentielle,
je serai inéligible. Tous les candidats qui, dans les sondages, peuvent apparaître comme ayant une chance d'être élus ne seront pas éligibles. Donc, le suspense sur les élections à venir est désormais très faible. Eh bien, dans un pays, si vous voulez, comme celui-là, toute l'Afrique se trouve en fait comme trahie. Parce qu'en réalité, même si la démocratie est laborieuse dans beaucoup de pays, elle fait des petits progrès, des petits pas. L'opinion publique commence à exister, les réseaux sociaux la font exister, la règle de droit progresse. Et là, tout d'un coup, ce pays qui était l'horizon, un des horizons de ces pays où, au fond, la démocratie et les droits humains étaient en train de progresser, ça durait déjà depuis 30 ans, fait un saut en arrière, mais du coup, c'est l'espoir de beaucoup de peuples qui regardaient cette toute petite expérience modeste comme tout à fait exceptionnelle et comme une forme de leur avenir. C'est ce rêve-là qui meurt. Le problème d'avoir une opinion publique, c'est qu'on est obligé de la questionner de temps en temps. Et les sondages indiquent, depuis maintenant plus d'1 an, on est au 3e anniversaire de l'installation au pouvoir, que le régime, dans les élections, va trouver 80% d'hostilité et 20% de soutien. Et donc, il fallait qu'il n'y eût pas d'opposition, parce que l'opposition allait avoir 80% des voix. Si vous voulez, le boycott à 85% est assez représentatif de ce qui allait se passer dans les urnes. Et à ce moment-là, la Constitution est ainsi faite que la cohabitation est très difficile, le pouvoir exécutif n'a plus son mot à dire, et ça devient une position extrêmement dangereuse. Donc il y avait une protection immédiate, à côté d'objectifs, je crois, de long terme. Mais ça permet un habillage que de revenir sur le thème de Jean-Louis, c'est-à-dire la justification par le despotisme légitime, le despotisme éclairé, et ça permet également de trouver quelques soutiens à ce qui a été fait, parce que j'ai été surpris par la dépêche de Chine Nouvelle, qui a fait un peu le procès de ces élections, mais grosso modo quand même, la République populaire de Chine ne va pas faire d'objection. Et nos amis turcs, qui sont de plus en plus importants dans l'économie de l'Afrique, qui réalisent de plus en plus d'infrastructures, qui font de l'aide au développement, qui font de l'éducation, etc., nos amis turcs non plus. Donc vous changez d'amis quand vous faites cela, et vous vous inventez une idéologie qui justifie cette nouvelle pratique. Alors que moi, je crois que c'était simplement pragmatique, on va être balayé. Et pour ce qui est de l'élection dans 2 ans, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances, avec une campagne électorale qui commencerait dans 1 an, que le résultat ne soit pas manichéen, c'est-à-dire avec un vrai risque d'un président qu'on connaît ça en France, mais qui pourrait ne pas être au 2e tour. Et donc, si vous voulez, on a, à mon avis, des raisons pratiques. Sur le modèle rwandais, il manque au Bénin toutes les conditions. On est parti d'une dictature. Cette dictature, avec des aspects ethniques terribles que la colonisation avait beaucoup renforcés, a donné lieu à un génocide, le dernier grand génocide contemporain. Et au bout de 800 000 morts, il y a eu la victoire d'un camp et celui des victimes qui sont devenus vainqueurs. Et vous ne pouvez pas expliquer la nature du régime rwandais, et notamment son caractère de force, sans le génocide. Et il fallait reconstruire un pays qui était en ruine au surplus du fait qu'il devait pleurer ses morts. Et donc, il n'y a absolument pas ces conditions. Nous venons de tout à fait autre chose. Nous venons d'une démocratie apaisée. Par ailleurs, cette démocratie, regardez les résultats de pays qui sont des pays démocratiques, comme le Sénégal, qui font des progrès démocratiques, comme la Côte d'Ivoire. Regardez la démocratie ghanéenne, qui est absolument exceptionnelle. Ces pays sont à 7, 8 et 9% de croissance du PIB. Et le Bénin n'est pas tombé en dessous de 4, et ni monté au-dessus de 7% de croissance. Non, il n'y a aucun signe que les démocraties
de cette région du monde aient eu de mauvaises performances économiques. Et que pour améliorer ces performances économiques, la discipline de la suppression de toutes les libertés ait été quelque chose de nécessaire. En revanche, ça permet là encore un discours. Et ça permet effectivement au président de la République du Bénin de dire qu'il a eu un coup de foudre en rencontrant Paul Kagame. Donc, qu'on s'invente le despotisme éclairé comme justification a posteriori, ça c'est possible. Et qu'on dise « Ah, mais j'admire Paul Kagame ». Oui, mais il n'y a aucune des conditions qui ressemblent à Paul Kagame. Et notamment, il n'y a pas les résultats. Parce que Paul Kagame est considéré comme le meilleur de très loin et par toutes les instances de tous les gestionnaires publics en Afrique. Et nous sommes assez loin de faire partie des meilleurs gestionnaires publics. La différence entre les hommes d'affaires et les hommes politiques, je ne dirais pas les hommes d'affaires, parce qu'au fond, le secteur privé peut très bien déléguer dans la société politique des gens qui... On peut venir de la banque Rothschild et devenir un grand président français, si vous voulez. C'est pas voilà, oui, je pensais à Pompidou, naturellement. Si vous voulez, c'est pas exclusif. Bon. Comme vous savez, moi, je tiens à être très modéré et à ne pas faire état de mes sentiments. Donc, je n'ajouterai pas que être un homme d'affaires qui vit de marché public en Afrique, c'est pas tout à fait être un homme d'affaires. Et construire une immense fortune sur des marchés publics, c'est quelque chose d'un peu différent de participer à